Célébration ce 1er décembre de la journée internationale de lutte contre le sida. Cette année, le thème retenu est « Zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida ». Pour y arriver, comme cela se définit dans cette lutte, des stratégies sont mises en place en vue de la sensibilisation et parmi elles, la ligne jaune de MTN, le 06 950 50 50. Et notre débat table autour de cette ligne jaune pour ceux qui viennent de nous rejoindre. J'étais donc avec vous, M. Patou Malumbi. Comment est-ce que cette ligne jaune arrive-t-elle à réagir au plus profond du Congo, dans les terroirs? On sait qu'ils ont des problèmes de courant, on sait que la batterie n'est pas toujours rechargée. Il a appelé une fois, il a appelé deux fois, et puis bon, finalement, la personne n'appelle plus. Vous savez que bon, le SMS n'est peut-être pas arrivé, vous savez qu'aucun spécialiste n'est arrivé à ce coin-là, donc ça pose des problèmes de logistique. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Bon, déjà, dans tout le jeu, la ligne jaune n'émet pas des appels. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas recontacter, comme on appelle ça, l'appelant. Donc, vraiment, l'appel, c'est l'appelant qui appelle. Et généralement, les numéros ne sont pas affichés au niveau des téléphones. C'est tout ça pour garantir l'anonymat. C'est pas une insuffisance, ça? Non, mais justement... Pour des questions de suivi? Justement, j'en viens. C'est qu'il y a l'anonymat, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ton nom, ni de votre numéro. Pourquoi? C'est parce que, je vais vous donner un exemple, une personne peut appeler, si c'est par exemple ton frère qui t'appelle et que ton frère est infecté. Comment est-ce que vous allez réagir? Donc, on a mis des garde-fous. Et ça fait partie des principes des relations de la distance. Donc, il y a la confidentialité, il y a l'anonymat, excusez-moi, et le non-jugement. Donc, si la personne a appelé, ça n'a pas marché, c'est qu'on peut lui recommander, c'est d'insister. Parce que s'il va insister, il finira par être en contact avec les conseils de la Niger. Mais je voulais évoquer enfin, parce que là, le temps passe, c'est que... Non, on a du temps, nous en faisons pas. C'est des questions de santé, on a le temps. Justement. Je voulais dire aussi, la ligne jaune, ce n'est pas seulement une ligne d'information. On donne pas seulement des informations de manière générale. Les informations qui sont données, ce sont des informations adaptées à la personne. Il est évident que quand un enfant de 15 ans appelle la ligne jaune, exemple sur une question sur le risque de transmission, cet enfant n'aura pas la même réponse qu'un adulte. Ou bien, de la même manière aussi, si c'est un mari qui appelle, on aura la même réponse qu'un célibataire. Donc, les informations sont personnalisées. Ce sont des informations qui tiennent compte d'un certain nombre de paramètres, des âges, situations sociales, tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas une ligne qui donne seulement des informations. Et là donc, pour garantir, comme on appelle ça, des entretiens que nous avons avec les appelants, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a des principes tels que la confidentialité, il y a l'anonymat, il y a le non-jugement. Le non-jugement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes personne vivant avec le VIH, vous êtes personne ayant un rapport social avec des personnes, quand vous appelez la ligne jaune, vous aurez toutes les informations. La preuve, c'est qu'on n'a pas besoin de votre nom, on n'a pas besoin de votre numéro de téléphone. Ce que nous demandons, c'est juste des informations d'âge, de localité, parce que ça nous permet au moins de rédiger nos rapports pour transmettre à nos bailleurs. Donc voilà ce que je tenais à dire par rapport à votre question. J'espère que j'ai apporté des réponses. À moins que Dr Lanzi veuille compléter quelque chose, mais j'ai une question qui me préoccupe. C'est autour des logistiques. D'après le document qui m'est parvenu sur cette question, sans être exhaustif, le projet dispose dans ce que vous disposez de manière logistique, de 6 ordinateurs qui hébergent la fiche informatisée. De quelle fiche s'agit-il? Mais justement, peut-être que ce sont là la logistique que la ligne jaune utilise pour être au service des appelants ou bien des populations. Donc moi je pense actuellement nous avons 6 ordinateurs qui nous permettent de loger la fiche informatisée. La fiche informatisée, c'est un outil qui nous permet de reporter les données. C'est-à-dire quand les gens appellent,
les gens posent les problèmes. Et là-dedans, au niveau de la fiche informatique, vous avez toutes les informations, l'âge, orientation sexuelle, la pathologie évoquée, thème abordé. Donc ça nous permet juste d'avoir le lieu d'appel. Le lieu d'appel, tout. Donc c'est pas le nom ni. Non, on n'a pas besoin de nom. On a juste besoin d'âge, puisqu'il y a des variables de profil de l'appelant. Vous avez l'âge, vous avez des pathologies, vous avez des termes d'appel. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent, à moins d'avoir une idée sur la situation du VIH au niveau de la jeunesse. Donc, nous avons ces éléments-là qui nous permettent de produire des rapports et peut-être donner au pouvoir public pour affiner les stratégies des réponses concernant la santé publique. Et vous avez 5 téléphones numériques. Et bien sûr, ces téléphones numériques. C'est pas peu. Non, pour l'heure, oui, mais oui, puisque nous travaillons, il y a 2 équipes. Donc, il y a actuellement, nous avons 10 conseillers. Donc, vous avez 5 téléphones. Une équipe travaille de 8h30 à 14h30 et l'autre prend les relais de 14h30 à 19h30. Donc, est-ce que vous avez pensé un jour à ouvrir la ligne jaune sur tout le Congo? Vous êtes à Brazzaville, je suppose que vous êtes aussi à Pointe-Noire. Vous pourriez être aussi à Dolisie, tout comme à Bétou, tout comme à Diosso. Ouvrir des antennes comme ça? Bon, peut-être, ce sera peut-être dans les perspectives, mais pour l'heure, je pense que, vu la couverture nationale de MTN, je pense qu'il n'y a pas de barrière, que les gens appellent depuis Bétou, depuis Pointe-Noire et depuis n'importe où, hein, excusez-moi. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de manière générale aujourd'hui avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication? Bon, objectif, je pense que c'est lorsqu'on va éliminer le sida. C'est ça l'objectif. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la ligne jaune ici participe bien entendu à la lutte contre le VIH-Sida. Donc le jour peut-être que nous allons éradiquer le VIH et éliminer le sida, peut-être ce jour que nous pouvons dire qu'on atteint vraiment notre objectif. En complément de ce qu'il a dit tout à l'heure concernant les... Je pense qu'au départ... on n'avait pas forcément cette capacité en termes de nombre de conseillers. On a commencé assez modestement et puis on est monté en puissance. La question de la ligne du fichier informatisé, c'est qu'au départ, tout était fait manuellement. C'est-à-dire le conseiller, en recevant l'appel, avait le stylo et puis une fiche et remplissait. Et on s'est rendu compte que la multiplication du nombre d'appelants pouvait faire à ce que, ou la charge de travail pouvait faire à ce que le conseiller ou la conseillère ne soit pas arrivé jusqu'au bout en remplissant les fiches. Donc il y avait une fuite d'informations. L'avantage de fichiers informatisés, c'est que vous avez des questions qui sont soit fermées, qui sont soit semi-fermés. Je prends un exemple. La personne qui appelle est de quel sexe? Sur le fichier, vous avez M pour les hommes, F pour les femmes ou les filles. Donc la personne cochait directement, ça faisait un gain de temps et ça permettait au conseiller ou à la conseillère de remplir la fiche de façon exhaustive. Mais il y a aussi la question de la capacité. Ça, c'est vraiment logistique au niveau des installations. Et je le soulève, qui ont été mises à disposition de Serment Universel et du CEPS-NLS à l'époque, de façon gracieuse par MTN. De façon gracieuse parce que toutes ces installations et leur entretien ont un coût énorme. Et donc, voilà pourquoi on ne remerciera jamais assez la Fondation MTN pour ce travail. Donc, on a commencé avec une capacité assez limitée et au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'appels, MTN a dû ajuster sa capacité pour revoir cette capacité à la hausse. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être fiers, 10 ans après, de célébrer les résultats obtenus à travers cette ligne jaune. Est-ce que vous avez une idée de mettre en place un site jaune aussi? Non, mais justement, actuellement, la ligne jaune a une page Facebook, c'est Ligne jaune Info Sida Congo. Donc on peut taper. Actuellement, nous avons autour de 800 visiteurs. Donc je pense que nous avons déjà une page Facebook dont nous pouvons demander à ceux qui nous suivent de poser leurs questions, poster leurs questions au niveau de la page. Donc ce qu'il a dit, c'est très important concernant l'apport de la Fondation MTN au projet Ligne jaune. Ça, c'est très important de soulever cette question. Et tout à l'heure, il a abordé la question logistique, mais je pourrais vous dire les nombres d'appels. Si vous avez 700 000 appels,
Et les minutes ne sont pas comptées. Une personne peut appeler autant de minutes qu'elle veut. Imaginez si on devait parler ça en termes de monnaie. Bon, c'est des milliards. Donc c'est beaucoup d'argent que MTN mais sacrifie pas sacrifier, mais que MTN vraiment fait pour le bien-être des jeunes. Donc je pense que coup de chapeau à MTN, et MTN cesse bien entendu de soutenir la ligne pour le bien entendu de population. Donc voilà ce que je tenais à compléter par rapport à ce que à propos de la multiplication des sites. Bon, ça dépendra en ce moment du besoin qui s'exprime, mais sinon les principes des hotlines, puisque M. Patou vous a dit tout à l'heure qu'ils se sont finalement constitués en réseau et que dans d'autres pays africains, et je pense qu'il a même été modeste pour dire que en fait cette expérience MTN est une expérience de la ligne jaune, est une expérience qui a commencé au Congo. Oui. C'est-à-dire dans tous les groupes MTN, cette expérience a commencé au Congo. Et aujourd'hui, ça fait tache d'huile. Quand il cite les 9 pays se sont inspirés de l'expérience congolaise pour mettre également en place ces lignes jaunes. Donc, est-ce qu'on doit multiplier des lignes? Pour l'instant, même quand on co-gérait ce projet ensemble, je ne pense pas. Plutôt penser peut-être à augmenter les capacités si jamais le nombre d'appelants arrive à augmenter. Et l'autre chose, c'est que les conseillers de la ligne jaune ont la capacité d'intervenir sur les 3 langues les plus couramment parlées au Congo. Donc vous pouvez parler librement en lingala, vous pouvez parler librement en monokutuba, vous pouvez parler en français. Pour l'instant. Maintenant, après, ils peuvent penser à augmenter les capacités. S'il y a d'autres besoins en termes de langue, demain, ça va être peut-être le sango ou bien d'autres langues vernaculaires parlées. Peut-être ce serait là d'ajuster. Mais il n'a pas encore été vraiment envisagé de créer d'autres centres. Par contre, cela s'est fait lors des kermesses. Il y a eu la kermesse que le CEP finançait, la kermesse Sida Vacances, la Kersivac, où on demandait à des conseillers de la ligne jaune d'être sur place et d'être directement en contact avec les populations. Ça se faisait, mais de façon vraiment spontanée. Voilà un peu ce que je pouvais. Merci docteur. Vous avez quelque chose à ajouter? Mais justement, c'est concernant la plateforme. Bon, il tient à signaler que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est que l'expérience congolaise a été, je peux dire, dupliquée de manière fidèle. Soudan, par exemple, au Bénin, c'est vraiment chose, hein. Tous les outils de la ligne jaune. Que vous avez servi de pilote, c'est bien, non? Mais bien sûr, donc, c'est cela, et aussi en Côte d'Ivoire. Et donc, vraiment, surtout au Bénin, c'est vraiment tous les outils qui sont venus du Congo-Brazzaville. C'est pour préciser. Alors, une question, est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de vies que vous avez sauvées avec la ligne jaune? Est-ce que vous avez quelque chose qui peut mesurer cela? Mais justement, au niveau de la fiche informatisée, nous avons un espace qui est consacré aux commentaires. C'est-à-dire que quand une personne appelle la ligne, si par exemple c'est un appel, on appelle ça des appels, des scénarios, des scénarios si vous voulez bien, une personne appelle, peut raconter une histoire de sa maladie, voilà, l'histoire de sa maladie, et nous qu'est-ce qu'on fait? On reporte, on transcrit, qu'on appelle ça, cette histoire-là au niveau de la fiche. Et je vous dis que nous avons eu des personnes qui ont parlé de leur maladie et il y a eu des retours. Pour l'heure, nous avons un chiffre, nous sommes autour de 3000 personnes, depuis que la ligne existe, que les gens font des retours pour la reconnaissance des services rendus par la ligne Jeune Info-Sida. Donc nous avons, qu'on appelle ça une valeur qualitative. Les gens appellent, et je vous dis qu'il y a des gens qui ont vraiment apprécié la ligne jaune. Mais l'indicateur est là. On ne peut pas continuer à appeler si les services ne sont pas bons. Donc déjà, le nombre d'appels, c'est l'indicateur qui prouve que les gens appellent parce que la ligne jaune, qu'on appelle ça, met à la disposition des services, des bons services. Et c'est vrai que vous pouvez savoir combien de gens appellent, mais vous ne pouvez pas savoir combien de gens ont profité de ces conseils pour ne pas tomber malade et combien de gens finalement sont tombés malades par rapport à ces conseils, malgré les conseils. Mais non, mais je vous ai dit tout à l'heure, je voulais parler des retours. Il y a des gens dont les gens appellent, on leur prodigue entre guillemets les conseils, et parce que pour nous, c'est les retours qui comptent.
on t'a rendu un service sur la ligne jaune, vous rappelez pour nous dire vraiment j'ai été satisfait, et ça nous permet de mettre, puisque nous avons, moi je gère la base de données, vous avez tous les commentaires des appelants. Maintenant, il y a certaines personnes qui appellent aussi. Généralement, moi par exemple, j'ai commencé par être écoutant. Il y a des gens par exemple qui vous appellent dans une chambre d'hôtel. Par exemple, il vous appelle et dit vraiment là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, c'est compliqué. On lui produit des conseils. Parfois, la copine résiste, mais avec le conseil de la ligne jaune, le conseil finit par céder et après, on fait un retour. Donc, alors, lorsque vous faites le ratio, il se comporte comment appelant et puis retour d'appel? Le ratio est-il positif ou négatif? Et bien sûr, je ne voulais pas en termes de chiffres, autour de 3000 personnes qui ont rappelé pour dire que nous sommes satisfaits des services de la ligne jaune. Ok, donc c'est un bon ratio, docteur, vous avez quelque chose à dire? Oui, justement, par rapport à cette question, comment peut-on estimer le nombre de vies sauvées à travers la ligne jaune? Je pense que c'est une question très percutante et en réalité, au moment où nous parlons, nous ne pouvons pas répondre à cette question de façon formelle. Monsieur Patou l'a dit, ils ont des données à caractère qualitatif, c'est-à-dire des histoires particulières des personnes qui ont recouru à la ligne jaune et qui ont rappelé pour remercier, parce que la ligne jaune les a aidés à des moments difficiles. Et c'est bien cela, le rôle de la ligne jaune qui offre une relation d'aide à distance. Maintenant, pour répondre de façon formelle à cette question-là, on doit rentrer dans ce qu'on appelle l'épidémiologie quantitative, où il y a des modèles qui permettent de voir. Et en ce moment, ce ne sera pas seulement la ligne jaune, mais ce sera de voir l'ensemble des interventions de prévention en matière de VIH/SIDA menées au Congo pendant une période donnée. Combien de vies toutes ces interventions-là ont contribué à sauver? C'est des modèles qu'on doit essayer de mettre en place. Et donc, c'est des études qu'on doit mener pour faire sortir ces données de façon quantitative. Je vais profiter de la parole, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, pour essayer quand même de rappeler un certain nombre d'informations qui sont basiques et je dirais essentielles. Parce qu'on est au 21e siècle. Le VIH, autrefois, on l'appelait, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle le fléau du 20e siècle et maintenant le fléau du 21e siècle. C'est quand même important d'avoir des informations de base. Et les gens qui voudraient, celles et ceux qui voudraient en savoir davantage, peuvent appeler la ligne jaune, le numéro est donné. Mais c'est pour dire quand même que dans l'ensemble, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Il faudrait que les jeunes surtout puissent s'informer qu'il y a une maladie qu'on appelle le VIH, le sida, qui est due à un virus qu'on appelle le virus de l'immunodéficience humaine. Le directeur exécutif, Dr Zabatou, l'a rappelé tout à l'heure, et qu'il y a des modes de contamination de cette maladie. C'est par voie sexuelle. La contamination par voie sexuelle est la plus répandue. Il y a la contamination de la mère à l'enfant. Il y a la contamination par voie sanguine. Et puis, il y a la contamination à travers les objets souillés. Et que pour cela, les modes de prévention, on a parlé tout à l'heure de l'utilisation du préservatif pour la prévention de la transmission par voie sexuelle de la maladie. Mais il y a également, au niveau du pays, un vaste programme qu'on appelle PTME ou ETME, c'est-à-dire ETME comme l'élimination de la transmission maternelle du VIH de la mère à l'enfant. C'est important, il y a plusieurs centres aujourd'hui qui mettent en œuvre ces programmes. Il y a également des aspects de prise en charge, parce que c'est important. Aujourd'hui, avec donc l'appui, le gouvernement offre gratuitement des traitements antirétroviraux à toute personne dépistée positive. La file active actuelle, c'est-à-dire quand on cumule le nombre de personnes qui sont sous
sous traitement antirétroviral. Aujourd'hui, on doit avoir dépassé les 24 000 personnes. 24 000 personnes. Par contre, lorsque on fait les projections par rapport à la séroprévalence, on projette sur la population, il doit avoir environ 80 à 90 000 personnes qui sont réellement infectées dans la population. Vous voyez donc, quand vous faites le ratio entre les 24 000 et les 90 000, il y a un grand fossé. Voilà pourquoi les autorités compétentes entreprennent des activités comme les dépistages. Vous avez vu dans l'élément le dépistage mobile pour essayer de faire en sorte que le maximum des personnes puissent connaître leur statut sérologique. C'est ça le premier 90. Donc le premier 90, c'est que 90% des personnes puissent connaître leur statut sérologique. Le deuxième 90, c'est faire en sorte que 90% des personnes qui sont dépistées positives reçoivent le traitement. Et le troisième 90, c'est de faire en sorte que 90% des personnes qui reçoivent les traitements aient une charge virale indétectable. Et en ce moment, on transmettra moins le VIH. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Notre émission spéciale lutte contre le sida touche pratiquement sa fin. Monsieur le chef du projet, ligne jaune, information sur le VIH-Sida. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en rapport à ce que le docteur a dit ou quelque chose qui n'a pas été dit et que vous souhaiterez dire en 2-3 minutes? Non, mais justement, pour compléter ce qu'a dit le docteur, c'est que pour atteindre le premier 90, puisque je l'ai dit, il faut que les gens fassent les tests de dépistage. On ne peut pas faire les tests de dépistage si on ne connaît pas là se situe un centre de dépistage. C'est là où d'où l'importance de la ligne jaune. Donc, si vous voulez faire un test de dépistage, appelez la ligne jaune. Vous serez orienté avec précision. Donc ça, c'est un détail très important. Maintenant, je voulais revenir sur les risques de transmission. Moi, je prends le risque de transmission de manière classique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de transmission par voie sexuelle, ça, oui. Maintenant, si vous voulez avoir les détails, parce que la transmission, ce n'est pas avoir des détails, comment ça se passe, comment est-ce que les liquides contaminants en contact avec le porte, comment ça se passe, la transmission, vous appelez la ligne jaune pour plus de détails. La ligne jaune va vous expliquer comment le microbe passe d'un corps infecté vers un corps potentiellement non infecté. Donc, vous aurez tous les détails. Et je vous dis, en dehors de ces risques classiques, il y a aussi certains déterminants sociaux et culturels qui nous exposent au VIH. Il y a tel que, je donne un exemple, parce que, par exemple, dans nos contextes, quand, par exemple, vous êtes, par exemple, vous savez, par exemple, de Panari, généralement, on demande des gens de mettre l'introduction digitale dans le vagin d'une femme. Ça aussi sont des pratiques qui peuvent exposer la personne au risque de transmission. Tu souffres de la conjonctivite, on vous demande de mettre le lait maternel. Il y a aussi le risque de transmission. En dehors de ça, dans les contextes un peu culturels, si le monsieur perd sa femme, parfois son petit frère qui hérite ne sait pas de quoi son grand frère a-t-il décédé. Ça aussi sont des pratiques culturelles qui nous exposent au risque de transmission. Donc, puisque les temps sont impartis, c'est demander à tous ceux-là qui nous suivent, si vous voulez avoir tous les détails sur le VIH, sur les risques de transmission, tout sur le VIH, vraiment, j'ai pris à tout, à celles ou à ceux qui nous suivent, d'appeler la ligne jaune pour avoir plus de détails. Mais en passant, peut-être que vous allez me permettre peut-être de remercier, peut-être que je ne sais pas si nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Allez-y, c'est votre espace. Donc j'en profite pour remercier tous les partenaires impliqués dans le cadre du projet, en commençant par la Fondation Etienne, la Croix-Rouge française, sa délégation au Congo, et aussi à Serment Universel, particulièrement à son président Julien Makaya, qui dirige avec professionnalisme, on appelle ça notre structure. Et aussi, en passant, je pourrais aussi remercier d'autres partenaires, notamment en passant du ministère de la Santé et de la Population, qui nous a aidés à organiser l'élément que nous avons suivi tout à l'heure sur
également sur la convention SIDA. Voilà. Donc voilà ce que je tenais à dire, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie, vous deux, docteur Lanzi, Achille Lanzi, voilà, je retrouve le nom, et puis monsieur Patou Malumbi. Je rappelle que docteur, vous êtes spécialiste sur les questions de VIH-Sida, et puis vous êtes ancien coordonnateur de l'ancien CNLS, le Conseil national de lutte contre le sida. Et donc, en dehors même de vos fonctions de docteur, quand vous êtes à la maison, quelqu'un peut arriver pour vos conseils, ce serait une très très bonne chose. Hein. Bien sûr, nous sommes au service de la population. Merci beaucoup, docteur, et merci beaucoup, monsieur Patou. Merci. Mesdames et messieurs, la sensibilisation autour du VIH-Sida est terminée. Merci d'avoir été les nôtres et prenez soin de vous. Surtout, n'hésitez pas à porter le préservatif. Bonsoir.